Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition, voici les principaux titres. Ouverture officielle aujourd'hui au Palais du Peuple de la 3e édition de la Semaine nationale du handicap, donc une cérémonie présidée par le Premier ministre. Et dans l'actualité internationale, plusieurs pays européens renforcent leurs restrictions contre le variant Omicron. Bonjour à tous. L'Agence nationale des personnes handicapées a organisé aujourd'hui au Palais du Peuple les Assises nationales du handicap avec pour thème s'engager pour le handicap, des assises qui vont durer jusqu'à demain, lundi 29 novembre. Cette réunion donc a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement, hormis donc le Premier ministre, participation également du ministre du Travail, de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, du ministre de la Défense et bien sûr du ministre des Affaires sociales, du ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications et autres hauts responsables comme le secrétaire général du gouvernement, Al-Miss Mohamed Abdillahi. Le handicap et la limitation des possibilités d'interaction d'un individu avec son environnement menant à des difficultés psychologiques, intellectuelles, sociales ou physiques. Le handicap donc est d'abord pensé comme relatif à une déficience provoquant une incapacité permanente ou non, puis il est redéfini relativement à une inégalité de moyens en intégrant l'idée que des interventions destinées à lever les obstacles environnementaux et sociaux soient nécessaires. Le Premier ministre a déclaré que le fait d'être un handicap ne doit pas être considéré comme une faiblesse et le directeur général de l'ANPH a remercié le Premier ministre et les membres du gouvernement ainsi que les officiels venus en masse à l'ouverture de la semaine du handicap. Et dans son intervention, le secrétaire général du gouvernement, Al-Miss Mohamed Abdillahi, s'est également exprimé sur l'importance des personnes handicapées. On l'écoute. Comme l'a souligné son Excellence, le chef de l'État, l'année dernière, lors de la seconde édition de la Semaine nationale du handicap, les difficultés sont nombreuses. Et même si nous commençons à voir le regard de la société évoluer, même si aujourd'hui les personnes à besoins spéciaux ne sont plus cachées dans les familles néostracisées, les situations de détresse sont nombreuses et elles demeurent. Le mur de l'indifférence et des regards détournés est définitivement tombé et il nous reste à faire tomber le mur de notre égoïsme. Ces assises, donc, nous permettent, mesdames et messieurs, de revenir sur le chemin qu'il nous reste à accomplir. Il nous faut corriger ces années d'indifférence et adapter à nouveau notre environnement, à nous, mais aussi à tous ceux que nous considérons comme différents. Adapter notre environnement, c'est adapter nos écoles, adapter nos hôpitaux, adapter nos dispensaires, nos lieux de travail, nos bâtiments administratifs, mais aussi domestiques, nos mosquées, et aussi prévoir dans nos actions à venir le petit plus qui fera que plus personne ne sera oublié. Notre pays a accompli ces dernières années d'importants progrès pour les personnes à besoins spéciaux sous l'impulsion de son Excellence le Président de la République, Ismaïl Omar Guelleh. L'engagement de ne laisser personne de côté a été pris dans le cadre du programme de développement durable à l'horizon 2030. Pour cela, il faut non seulement que la loi relative aux droits des personnes handicapées soit appliquée partout et de manière systématique, mais également que les opinions et les préoccupations des personnes handicapées soient prises en compte dans nos politiques et dans nos programmes nationaux. Et de son côté, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed Bourhan, s'est réjoui donc de la célébration de la Semaine nationale du handicap. On l'écoute. On doit accueillir avec plaisir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cela étant, je voulais remercier Monsieur le Président. Il a tout fait, le Président de la République, pour ne pas rattacher cette agence à un autre ministère. Il l'a rattaché à la présidence. Et c'est là pour suivre de près ce problème-là. L'handicap est parfois moral, n'est-ce pas? Il ne faut pas qu'un handicapé, à cause de cet handicap, son moral doit être touché. Vous avez un exemple devant vous, un ministre de Défense handicapé qui gère la sécurité de ce pays. Donc, il faut que les handicapés se considèrent comme un homme normal et qu'il peut faire tout. Moi, je me rappelle
d'un handicapé, je ne sais pas si vous le connaissez, qui était garagiste. C'était le meilleur garagiste. C'était l'un des meilleurs garagistes. À Tadana, il avait que la main gauche. Marca, je pense sincèrement, on doit faire tout. C'est vrai que cette organisation n'existait pas auparavant. Il fallait que le président de la République, Ismaël Omar, vienne au pouvoir pour créer cette énergie. Maintenant, la volonté politique est là. Moi, je sais personnellement ce que pense le président de la République et ce qu'il souhaite pour les handicapés. Maintenant, il faut qu'on l'aide, nous, de notre part. D'abord, appuyer cette organisation. Vous avez un directeur, vraiment. Dans les autres pays, le directeur d'une organisation n'est pas un handicapé. C'est un homme normal, quoi, qui ne connaît pas le problème des handicapés. Alors qu'ici, nous avons choisi un directeur handicapé. Parce que lui-même, il est concerné. Et lorsque la personne est concernée, il a plus de volonté. Et enfin, donc, clôturant la saisie des interventions, le Premier ministre a félicité donc tous les partenaires donc, et dans l'ANPH à travers son combat et l'inclusion, bien sûr, sociale et économique des handicapés. On l'écoute. C'est un plaisir de présider cette première journée des Assises nationales sur la question de handicap à Djibouti et de ses droits au niveau national. J'ai suivi avec beaucoup d'attention la présentation qui a été faite et les différentes interventions. Nul doute aujourd'hui des efforts consentis par le gouvernement pour renforcer notre système juridique et institutionnel en faveur de la protection et de la promotion des droits des personnes handicapées. Nul n'ignore également que notre rôle est de nous assurer que toutes les personnes en situation de handicap et leurs familles doivent bénéficier et exercer leurs droits des citoyens sur un pied d'égalité. Et enfin, nul ne reste insensible à l'engagement de toutes les parties prenantes dans la mobilisation des ressources pour rendre effectives les axes et actions édictés par la stratégie nationale du handicap que nous avons récemment adoptée. Mesdames et messieurs, parlant de cette stratégie nationale du handicap, c'est un premier document qui compile et regroupe en synergie toutes les actions et les objectifs dédiés au développement inclusif de la question du handicap. Cette inclusion se traduit dans les étapes de la vie, de la scolarisation à l'insertion professionnelle de la personne à besoins spéciaux, en passant toutes les étapes de l'accès aux services sociaux de base, la santé, le logement, mais également leur épanouissement à travers le loisir, l'art, ainsi que leur formation et leur professionnalisation dans le monde des sports, du numérique et de l'innovation. Je ne reviendrai pas sur les différents axes que je viens de citer, mais je féliciterai tout d'abord les initiatives entreprises depuis 4 années par l'Agence pour leur dévouement à mener à bien et au mieux cette mission qui est d'ordre certes institutionnel, mais surtout humaine. Dans l'actualité également, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a effectué ce jour une visite des navires acquis par la Marine nationale amarrés au quai 1 et 2 du port. À son arrivée, le Premier ministre a été accueilli par le ministre de la Défense et par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, ainsi que les représentants des autorités du port. Aussitôt, le Premier ministre a effectué la revue des troupes à composer des éléments de la Marine nationale. Aussi ont été mis à l'honneur les attachés de défense militaire près de nos ambassades qui officient dans les pays amis avec lesquels Djibouti entretient des relations diplomatiques.
Ces attachés de défense opèrent donc en Arabie Saoudite, aux États-Unis, en France, en Russie, en Somalie, au Kenya, au Soudan, en Éthiopie, au Maroc, en Égypte et enfin en Chine. Au total, nos militaires sont présents dans 11 pays. À l'issue de la revue, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a effectué la visite des navires, particulièrement ceux qui ont été pilotés depuis le port du Cape Town en Afrique du Sud. De ce fait, le commandement du bord, le capitaine Saad Suleiman a briefé le Premier ministre sur les caractéristiques des navires, leur vitesse, leur fonctionnement et leur communication. Le Premier ministre a pu apprécier donc à sa juste valeur ce bijou de la technologie, fleuron de la marine nationale qui va concourir au maintien de la sécurité maritime, d'assurer la projection de nos forces et de participer donc dans la lutte contre la piraterie et la protection de la flotte marchande. Et toujours dans la poursuite de la célébration de la semaine du handicap, l'agence a procédé cette semaine à l'inauguration de l'antenne régionale de Dikil en présence du directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, de Ali Saïd, de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoué, et des responsables de l'ANPH. La délégation conduite par la ministre a été reçue par le préfet de la région de Dikil, Adan Darar, et l'installation de ces antennes régionales s'inscrit dans une politique de proximité et de décentralisation de services. Les missions principales sont notamment de mieux accompagner les personnes handicapées dans la promotion et la protection de leurs droits, d'assurer la réadaptation et la réhabilitation des personnes handicapées afin de leur permettre d'atteindre un niveau d'autonomie aussi élevé que possible dans leur vie et bien sûr les aider dans leur insertion sociale et économique. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière de l'Asr, la suite de notre journal, et c'est juste après ça. C'est donc l'appel à la prière de l'Asr, nous retrouvons la suite de notre journal. Nous étions donc à Dikil où l'ANPH a inauguré donc sa nouvelle antenne branche Dikil, et durant cette cérémonie, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin, a indiqué donc que l'installation de ces antennes régionales s'inscrivait dans une politique de proximité et de décentralisation des services. On l'écoute. D'abord remercier les autorités de la région de l'Unité. On a démarré ce travail avec la région de l'Unité, je pense que c'est très symbolique. Et donc le préfet, le président adjoint et bien sûr notre ami Doualé, qui dans le cadre de cette semaine, moi je dirais du mois, parce que c'est tout un mois, on avait déjà démarré avec la célébration de la journée de la vue et de la canne à Djibouti-Ville. Donc tout au long de ce mois, jusqu'au 1er décembre, si je ne me trompe pas, plusieurs activités ont été programmées et cette étape répond plus particulièrement à l'objectif de décentration. D'ailleurs, je salue notre ami et collègue ministre de la décentration qui est avec nous dans ce travail, mais qui est un empêchement. Et donc c'est très important que l'agence, la grande agence de la capitale, puisse avoir ses antennes, pour pouvoir rapprocher les personnes à besoins spécifiques de ces services-là, qui puissent s'enregistrer, mais aussi pouvoir avoir accès à tous les procédures qui vont honorer leurs droits en tant que personne aussi. Donc c'est très important. Et donc les CDC, pourquoi le CDC? Parce que le CDC, c'est un centre de développement communautaire et qu'il doit répondre aux besoins et pouvoir rapprocher
le service du bénéficiaire, de toutes les personnes, les jeunes, les femmes, les personnes aussi à besoins spéciaux. Et donc c'est un honneur de les accueillir ici et de pouvoir leur offrir cette antenne qui pourra un petit peu repercuter les actions qui se font au niveau de l'agence. Et ici se feront les contacts, se feront aussi les enregistrements, mais aussi la redistribution de tout ce qui est prévu pour les personnes à besoins spécifiques. Et donc c'est très important au niveau de la politique du président de la République d'appuyer cette grande stratégie nationale d'intégration, donc je dis vraiment d'intégration des personnes à besoins spéciaux qui ont beaucoup aussi de talent, beaucoup de génie aussi, et qui doivent aussi accompagner, être des acteurs et même du développement durable. Donc je vous remercie. Dans l'actualité également, le ministère de l'Énergie a organisé ce matin une réunion de travail avec la délégation du programme d'électrification durable au Palais du Peuple. L'objectif de cette réunion consistait à construire des infrastructures de réseaux électriques dans les quartiers de la capitale ou dans les régions de l'intérieur et de donner aussi accès donc à l'électricité à la population de la République et particulièrement aux familles les plus vulnérables. Le projet PED, donc programme d'électrification durable, convergera vers la mise en œuvre d'un programme national d'électrification durable pour accompagner les efforts du gouvernement de Djibouti visant à atteindre un taux d'électrification le plus proche à l'horizon 2035. Cette réunion a été présidée par le ministre de l'Énergie, Younes Ali Guedi, et a vu la participation de la ministre de l'Habitat et de la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, ainsi que du directeur adjoint de l'EDD et des responsables des départements concernés. Et à l'issue de la réunion, notre équipe donc a pu recueillir les sentiments ou les impressions du ministre de l'Énergie. Voici ses propos. Ce matin, dans cette salle du Palais du Peuple pour faire la réunion du comité de pilotage des projets d'éducation durable. Ces projets menés par l'électricité de Djibouti pour un branchement des 14 000 foyers sur une durée de 4 ans. Nous arrivons aujourd'hui au milieu du projet. 2 ans sont écoulés et nous avons fait le point. D'abord, de tout ce qui a été fait et tout ce qui reste à faire. Honnêtement, il reste beaucoup de choses à faire parce que les contraintes de l'EDD sont multiples. Nous avons beaucoup de travail à faire, mais aussi beaucoup de contraintes à lever. Parce que ce projet, d'abord, initialement prévu pour la ville de Djibouti et les 5 régions, rentre et interface avec les autres départements qui sont d'abord pour les routes l'ADR ou du ministère des Transports, pour la ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville, aussi parce que tout ce qui est de l'urbanisation de la ville de Djibouti, mais aussi du ministère de l'Intérieur, de la préfecture de police, de la préfecture et des arrondissements, mais aussi du ministère des Affaires sociales et de Solidarité, qui est très important, et parce qu'il nous donne une liste des familles vulnérables qui doivent être branchées. Dans ce projet de 14 000 foyers, 4 000 foyers sont des foyers vulnérables qui doivent être listés par les ministères des Affaires sociales et de Solidarité. Et honnêtement, comme je vous ai dit, nous avons encore 2 années qui nous restent, mais 2 années de travail. Nous avons à ce jour branché plus de 4 000 foyers, ce qui n'est pas l'objectif fixé. Dans l'actualité également, les responsables donc et représentants des autorités des ports et des zones franches de Djibouti ont effectué donc une visite du célèbre phare de Ras Bir dans la région d'Obok. Rappelons que cette lanterne de phare contenant un système optique à lentille de Fresnel tournant grâce à un contrepoids bâti donc sur lequel l'optique pouvait reposer sur du mercure afin de réduire la friction. Après l'ascension de 250 marches, le point de vue est magnifique. Ce phare indique également l'entrée méridionale de la mer Rouge et l'extrémité orientale du golfe de Tadjoura, un monument et un patrimoine national à nos jours. Ce phare est remplacé désormais et intègre du matériel de dernière technologie et un phare contenant plus d'éclat, mais avec une longue portée construite par les autorités des ports de Djibouti en collaboration avec la société française Gisman spécialisée dans la navigation. La navigation
pour les navires de commerce qui rentrent sur le port de Djibouti. Dans le cadre de la Journée nationale de l'enfant, la maternelle de l'école privée Victoire a organisé une cérémonie d'animation culturelle et des chants pour épanouir les enfants de la maternelle de cette école. Et l'événement s'est déroulé dans le locaux de la maternelle de l'école privée et a vu la participation des enseignantes, des élèves, des parents d'élèves ainsi que du personnel administratif qui ont assisté à cette cérémonie. Rappelant donc que la Journée mondiale de l'enfance a été créée en 1954 et est célébrée chaque année le 20 novembre afin de promouvoir le respect et le droit des enfants. 20 novembre marque le jour de l'adoption par l'Assemblée de la Déclaration des droits de l'enfant. À noter également que cette journée riche en émotions qui a démarré avec l'hymne national, des chants et sketchs, des poèmes, des danses traditionnelles interprétées donc par les élèves de petites et moyennes et grandes sections de la maternelle Victoire. Plus généralement, cette journée avait pour objectif de donner une importance capitale et de valoriser les droits des enfants. La journée s'est clôturée dans la joie et l'allégresse et par une photo de famille. Dans le cadre de ces activités de soutien et de renforcement des programmes de santé au niveau des pays de la région, le secrétariat de l'IGAD, à travers la division de la santé et du développement social, a invité les programmes et les responsables des programmes nationaux de lutte contre le paludisme, point focal pour l'élimination du paludisme, ainsi que des experts des organisations Rollback Malaria, du groupe ALMA et de l'OMS pour une réunion de consultation régionale de 2 jours. Et donc la consultation entre pays sera l'occasion de présenter l'état de pré-élimination et d'élimination du paludisme dans les pays de l'IGAD et une présentation relative au domaine de coopération prioritaire du protocole d'accord tripartite signé entre RBM, l'IGAD et le groupe ALMA. Enfin, les partenaires techniques de l'IGAD devraient également présenter leur soutien technique pour l'opérationnalisation des protocoles d'accord signés conformément au domaine prioritaire du pays. Les résultats attendus de cette consultation régionale pour contrer le paludisme visent notamment la coordination et la collaboration entre le consortium régional de lutte contre le paludisme et les programmes nationaux de lutte contre le paludisme qui seront établis et renforcés. Écoutons à présent pour plus de précision les interventions de la directrice de la santé du développement au niveau de l'IGAD et du secrétaire général du ministère de la Santé. Le paludisme est la maladie qui tue le plus, notamment au niveau des pays sous-développés. Et ça touche surtout les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans. Et il nous paraît important de souligner que nos engagements doivent rester le même en période de pandémie. La réunion d'aujourd'hui et de demain va souligner l'importance de mettre ensemble les différentes expériences de programmes de lutte et nous allons essayer de voir comment on peut collaborer pour lancer le programme d'élimination de paludisme, même si l'horizon est loin d'être atteint. Je voudrais également dire que le ministère de la Santé et Djibouti fait un grand progrès dans la lutte contre la maladie, mais il est encore tôt pour parler de l'élimination. Nous devrions d'abord lutter contre les vecteurs de paludisme et puis avoir l'accès au traitement contre le palu. Nous avons un programme qui est important, mais actuellement, avec les difficultés dues à la Covid-19, nous avons rencontré ces 2 dernières années quelques difficultés, mais la diminution de la pandémie dans nos régions fait que maintenant nous relançons nos activités et nous pensons que nous allons assister à une diminution des cas de paludisme.
Et dans l'actualité également, dans le cadre des efforts visant à rapprocher les soins médicaux spécialisés de la population dans les régions de l'intérieur, l'hôpital Ar-Rahma de Balbala a organisé vendredi dernier une caravane médicale dans l'hôpital régional d'Ali Sabié. Cette caravane médicale, qui est la 8e du genre, a été organisée sous la tutelle du ministère de la Santé, en présence notamment du directeur de l'hôpital Ar-Rahma, Dr Mohamed Al-Sharqawi, des hauts responsables du bureau régional de l'ONG Ar-Rahma à Djibouti, ainsi que des responsables de cet édifice médical d'Ali Sabié. Ce convoi comprenait 6 spécialités, dont la médecine interne, l'ophtalmologie, la gynécologie, l'obstétrique, l'ORL et enfin la pédiatrie. Les habitants de la ville d'Ali Sabié et des environs sont venus nombreux afin de profiter de cette caravane médicale, rappelant que cette initiative vise principalement à fournir une couverture sanitaire à la population ainsi qu'à transférer les cas difficiles à l'hôpital Ar-Rahma de Balbala pour compléter le traitement. Enfin, il convient de noter que l'hôpital Ar-Rahma a organisé un convoi médical similaire au début du mois de novembre dernier dans la localité de Demerjoug, dans la région d'Arta. Après les étapes de la région de Tadjoura et de Damerjouk, les caravaniers du mouvement de la jeunesse une et indivisible ont posé leurs valises à Ali Sabié. C'est dans la salle du conseil régional d'Ali Sabié que les jeunes caravaniers ont été reçus par les autorités locales avec pour thème donc le volontariat, citoyenneté, patriotisme et cohésion sociale. Cette caravane qui a pour objectif d'inculquer dans l'esprit des jeunes d'Ali Sabié les vertus de la citoyenneté, du patriotisme, du civisme et du volontariat afin de faire des jeunes des citoyens responsables, des patriotes avec un idéal de paix, d'unité et de promouvoir le volontariat et la cohésion sociale. Des échanges enrichissants, concrets et pleins d'objectifs ont marqué cette deuxième sortie de cette caravane qui vise à fédérer la jeunesse et à la rendre plus responsable, à en faire un pilier fort et indispensable tout en étant unis et soudés pour la continuité de la construction d'un Djibouti plus solidaire et émergent. Nationale, dans le cadre de la Journée mondiale de l'enfant, le comité de sensibilisation contre la Covid-19, en collaboration avec le ministère de la Santé, a organisé une soirée de sensibilisation contre la propagation de la Covid-19 au sein du complexe sportif de la région de Tadjoura. Après avoir sillonné donc les différents quartiers de la ville blanche, le comité de sensibilisation a saisi cette opportunité pour informer et sensibiliser la population sur l'importance de se faire vacciner et de se protéger en respectant les gestes barrières et notamment l'utilisation du masque. Cet événement a vu la participation de hauts cadres et religieux coutumiers de Tadjoura, dont le président de l'annexe RPP, Ali Mohamed Ali Gadilé, rappelant que cette soirée de sensibilisation a été marquée par la présence de nombreux jeunes de la ville blanche. À cette occasion, le comité de sensibilisation qui a pris la parole a mis l'accent sur l'importance de se mobiliser et combattre massivement ensemble la Covid-19. Et là, nous passons à l'actualité internationale. Parlant Covid toujours, notamment le variant Omicron qui a fait son apparition. Plusieurs pays européens renforcent leurs restrictions alors que plusieurs contaminations au variant Omicron ont été recensées donc en Europe. De nombreux pays renforcent néanmoins leurs restrictions. Le Royaume-Uni, par exemple, durcit les mesures d'entrée sur son territoire. 10 États africains ont déjà été placés sur liste rouge et seuls les résidents britanniques originaires de ces pays sont autorisés à rentrer au Royaume-Uni. Par ailleurs, de nouveaux tests seront demandés dès dimanche à tous les voyageurs. En Italie, un premier cas du variant Omicron a été détecté hier. Cette nouvelle mutation est suspectée par certains scientifiques d'être plus dangereuse car plus contagieuse et plus résistante. Des tests sont actuellement en cours pour vérifier ces hypothèses. Plusieurs villes comme Bologne, Milan ou Bergame ont déjà réintroduit le port du masque en extérieur. Rome envisage d'en faire de même dès le mois de décembre. En Allemagne, les autorités bavaroises ont confirmé hier avoir détecté les 2 premiers cas de contamination au variant Omicron du pays chez des voyageurs arrivés d'Afrique du Sud à l'aéroport de Munich. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre très aimable attention. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.